Si j'ai accepté spontanément de venir participer à ce code-là, c'est d'abord par la suite de mon étonnement. Mon étonnement que ici, au Cégep Garneau, vous ayez voulu faire ce code-là sur le printemps érable. Je n'avais pas le souvenir que le Cégep Garneau avait été très engagé dans le printemps érable. Bon, mais ayant participé personnellement de diverses manières à ce printemps érable, je me disais que c'était en effet très important de revenir sur cet événement, comme on vient de dire d'ailleurs, avec raison, et de réfléchir sur ce que ça a été, ce que ça aurait pu être, ou si peut-être, ce que ça pourrait encore être. Je peux vous dire une chose, c'est que depuis quelques jours, et pour quelques jours encore, je fais une tournée des cégeps. C'est la semaine, c'est la période des semaines. La semaine de la citoyenneté, la semaine des lettres et des arts, la semaine de... Ici, c'est votre semaine. Eh bien, il n'y a qu'au Cégep Garneau qu'on va parler du printemps érable. À Montréal, dans les cégeps les plus engagés, il n'en sort même pas question. On ne m'a pas invité à aller parler du printemps érable, mais pas. Est-ce que, y a-t-il une explication? Est-ce que, à Montréal, c'est encore trop près de nous? Peut-être, c'est une possibilité, je ne sais pas. Mais c'est déjà pour moi un sujet d'étonnement. Et peut-être aussi, éventuellement, de réflexion. Je vais en discuter avec mes collègues à Montréal. Comment expliquer le phénomène Garneau? Parce que la mémoire de cet événement est importante, comme je veux dire, et probablement que ce livre, vous n'avez pas beaucoup entendu parler, mais à mon sens, ça fait partie de la mémoire. Ça s'intitule Dictionnaire de la révolte étudiante. C'est une sorte de dictionnaire, ça va de A à Z. A commence par abus de pouvoir. Et Z, c'est 3 Z. Et ce sont des petits essais par ordre alphabétique qui portent tous sur différents aspects de ce printemps érable. Avec beaucoup de finesse, beaucoup d'humour en même temps et beaucoup de profondeur. Pour moi, c'est la mémoire de cet événement qui est réunie dans ce petit ouvrage que je recommande. Il a été fait par presque 100 auteurs qui ont collaboré à cet ouvrage, qui a été publié par une petite maison d'édition de jeunes qui s'appelle Tête Première. Alors, je vous apporte cela. Maintenant, je voulais, pour ma part, parler de l'événement printemps érable, non pas comme tel, puisque vous allez en parler beaucoup pendant les 2 jours et demi. Je vais parler d'un peu d'un arrière-plan, pour essayer de réfléchir aussi sur différents aspects de cet événement. Pourquoi? Parce que ce qui m'a frappé au printemps érable, c'est que c'est l'université qui a été mise tout à coup sur la place publique. C'était de l'université qu'il était question. C'est l'université qui a parti l'histoire, c'est-à-dire c'est les droits de scolarité. C'est donc le milieu universitaire qui était le lieu où on a engagé le mouvement avec des cégeps autour. Il n'a pas été question du reste du système d'enseignement. On n'a pas parlé pendant le printemps érable, par exemple, de ce qui, à mon avis, est une grande crise, la crise de l'enseignement secondaire au Québec. On n'en a pas parlé. C'est l'université. Cela m'a rappelé un fait historique. En 1960, au moment où on commençait ce qu'on appelle la révolution tranquille, en 1960, c'était un peu la même chose. Pourquoi? Parce qu'en 1960, il est arrivé quelque chose de très, très particulier. Après l'élection du Parti libéral de Jean Lesage, qui allait faire la révolution tranquille, les jésuites de Montréal, de francophones et anglophones, ont présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale pour créer une nouvelle université de langue française, une autre université de langue anglaise aussi, à Montréal, dirigée par des jésuites. Eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui ce que ce projet de loi a créé comme émoi à Montréal.
C'était une explosion. Les éditorialistes s'en sont emparés, à la radio on s'est mis à en parler, les professeurs de l'Université de Montréal ont fait une histoire avec ça. On a écrit un livre qui s'intitule « Non à l'Université des Jésuites ». Et alors, c'était l'objet d'un grand débat. C'est comme ça que la Révolution tranquille a commencé. Là aussi, avec l'université. Comme l'année dernière. Inutile de vous dire que les jésuites n'ont pas eu raison. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, comme tout bon gouvernement, le gouvernement Lesage a remis le problème entre les mains d'une commission d'enquête, la commission parents, qui avait été créée, en disant à la commission parents, tâche donc de répondre aux jésuites. Et la commission parents répondait aux jésuites en disant non à l'Université des Jésuites. Et en remplaçant le projet des jésuites, par quoi? Par un projet autre, qui était un projet d'université publique et laïque, qui remplaçait le projet confessionnel et privé des jésuites. J'apporte cet exemple parce qu'il correspond à ce qu'était le début de la Révolution tranquille, le passage d'un projet d'institution qui allait être mis entre les intérêts d'une communauté religieuse, les jésuites, et d'une université qui se voulait confessionnelle, dans le projet de loi. Et ce qui s'est au contraire réalisé, c'est l'UQAM qui a été créé à ce moment-là, en même temps que le Cégep Garneau en 1967, et le réseau de l'Université du Québec, public et laïque. Eh bien, pourquoi est-on passé de cette institution des Jésuites à une institution laïque? Parce qu'à ce moment-là, en 1960, nous croyions à la démocratie. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile à comprendre, mais l'importance qu'a eu pour nous à ce moment-là, la démocratie. Nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand je dis nous, le monde occidental en particulier, et cette grande guerre qui avait duré 5 ans, qui a entraîné la mort de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, on ne se souvient plus encore au monde, eh bien, cette grande guerre, nous l'avions combattue au nom de la démocratie, contre les tyrannies, contre le despotisme, contre les gouvernements autoritaires, totalitaires, le nazisme, le fascisme, etc. Mais, après la guerre, nous nous rendions compte que nos sociétés n'étaient pas si démocratiques que ça. Que nos sociétés étaient des sociétés hiérarchisées, élitistes et non démocratiques. Et ça, c'était une prise de conscience qui était très forte dans l'après-guerre, à travers l'Occident. Et en particulier, nous nous rendions compte que, ici au Québec, par exemple, nos services de santé n'étaient pas égalitaires, que nos services d'éducation ne l'étaient pas, que l'accès à la justice ne l'était pas, etc. Et il y a eu une prise de conscience importante, et c'est dans cette perspective que s'est faite, à mon sens, la Révolution tranquille. La prise de conscience, et si vous voulez comprendre ce qu'a été la Révolution tranquille, c'est de là qu'elle part, la prise de conscience que nous vivions dans une société qui était composée de trop d'inégalités sociales. Inégalités très grandes, encore plus grandes qu'aujourd'hui, entre les riches et les pauvres, entre les revenus des familles, inégalité dans les soins de santé, je viens de le dire, dans l'accès aux soins de santé. Les soins de santé étaient coûteux, chaque visite au médecin était coûteuse, l'hôpital était coûteux, l'ambulance était coûteuse. Être malade, c'était un désastre dans certaines familles. Être hospitalisé, c'était une catastrophe. Inégalité dans le monde scolaire entre les commissions scolaires. Parce qu'à l'époque, les commissions scolaires étaient financées par l'impôt foncier, c'est-à-dire l'impôt sur la propriété immobilière. Et donc, des écarts énormes entre les commissions scolaires. Exemple, à Outremont, où j'habitais à l'époque, il y avait 3 commissions scolaires sur le petit territoire de l'Outremont. Il y avait la commission scolaire des très riches,
en haut, comme Outremont en haut, comme toujours, sur la colline. Il y avait la commission scolaire des moyens riches, à Saint-Viateur, et puis il y avait la commission scolaire des autres, qui était plutôt pauvre. Sur ce même territoire, petit territoire d'Outremont, il y avait trois commissions scolaires de très inégale richesse et donc de qualité d'éducation très, très variée. Évidemment, grande inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes étaient encore, à l'époque, traitées d'une manière comme des mineurs. C'était, selon le Code civil, les femmes étaient démunies de droits. Et ce n'était en 1960 plus récemment que les femmes avaient eu le droit de vote au Québec. Donc, nous vivions encore dans une société extrêmement sexiste. Et puis, finalement, et non sans importance, énormes inégalités entre les francophones et les anglophones. Les francophones du Québec, en 1960, représentaient la population la moins scolarisée du Canada. La minorité anglophone représentait la plus scolarisée à peu près au monde. On avait cet écart-là. Il y avait au Québec 6 universités à cette époque. 3 de langue française et 3 de langue anglaise. 3 de langue française pour 80% de la population. 3 de langue anglaise pour à peine 20% de la population. Et le pouvoir économique n'appartenait pas à la population de langue française. Eh bien, ces inégalités, elles étaient très importantes. Et c'est la prise de conscience de ces inégalités qui représente le fondement de la Révolution tranquille. Quand vous pensez à la Révolution tranquille, dites-vous une chose. Ce ne fut pas une révolution au sens strict du terme, non. Mais la Révolution tranquille fut un ensemble de réformes importantes. Réforme des services de santé, réforme de la fonction publique québécoise, qui était déplorable et qui a été reformée. Réforme économique importante, particulièrement avec la nationalisation de l'électricité, et puis réforme du système d'enseignement. Réforme du système d'enseignement, je le mets en dernier, mais c'est à peu près peut-être plus important parce que la réforme du système de santé représente la réforme qui allait avoir le plus d'impact à très long terme. Beaucoup plus que la réforme du système de santé, par exemple. Pourquoi? Parce que, avec la réforme du système de l'éducation, on a engagé en quelque sorte tout l'avenir. Tout l'avenir et la relève de la population québécoise. Et c'est parce que l'on a pris conscience de ces inégalités, de l'importance de l'éducation, que cela explique les grandes réformes qui ont été faites à ce moment-là en si peu de temps. Parce que le système d'éducation a changé radicalement en l'espace de moins de 10 ans. Radicalement. Comme ça ne s'est pas vu beaucoup ailleurs dans le monde. On a, par exemple, réformé tout le système public du Québec. On a unifié le système de la maternelle à l'université, alors que nous avions auparavant un système fait par morceaux. Nous avons créé des écoles secondaires polyvalentes publiques. Nous avons créé des cégeps. Entre 1967 et 1972, les cégeps ont été créés sur le territoire du Québec. Et puis, la même année, nous avons créé le réseau des universités. Si bien qu'au lieu d'avoir 3 universités de langue française, nous avons subitement eu 15 universités de langue française. Quel énorme changement! Quel énorme changement! Et le grand facteur de ces changements, c'est la gratuité. La gratuité parce que, avant 1960, une partie de l'école primaire et secondaire était coûteuse, et surtout les collèges classiques étaient coûteux.
Il fallait payer pour aller dans les collèges classiques. Après 1960, avec la création des polyvalentes et des cégeps, l'éducation est devenue gratuite au Québec jusqu'aux portes de l'université. Et à mon avis, elle aurait dû être gratuite jusqu'à l'université inclusivement, que j'ai eu l'occasion de dire, de me faire taper sur les doigts pour cela. Mais je le crois encore. C'était d'ailleurs la recommandation de la commission PAR, de faire que l'enseignement devrait devenir gratuit au niveau universitaire. Eh bien, la gratuité était très importante financièrement parce que un grand nombre de familles modestes, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, un grand nombre de familles modestes ont vécu la même expérience que vous. Je peux vous dire que presque à chaque conférence que je donne, il y a quelqu'un qui vient me dire que vous m'avez dit. En disant, voilà, maintenant moi je suis professeur ici au Cégep, mais ça n'aurait jamais été possible, étant donné la condition de l'année dans notre famille, ça n'aurait jamais été possible, ça aurait été de la révolution tranquille. Eh bien, la gratuité, non seulement est importante financièrement, mais la gratuité a eu un caractère, elle a un caractère symbolique. Cette idée que la gratuité représente l'accès à l'enseignement. L'accès à l'enseignement et la gratuité, c'est intimement lié à notre sens. Et c'est cette idée de gratuité qui, au moment de la Révolution tranquille, a été très importante pour nous, à la fois symboliquement, financièrement et politiquement, d'instaurer un système d'enseignement gratuit jusqu'à l'université. C'est ce qui fait que le Québec a changé. Un grand facteur de ce changement que l'on a connu au Québec depuis 60 ans, de ce Québec qui n'est plus reconnaissable quand on y a vécu il y a 60 ans aujourd'hui, c'est évidemment que le système d'enseignement a ouvert les portes à toutes ces générations de garçons et de filles, particulièrement de filles, je veux dire. Ce sont les filles, vous les filles ici, qui avez le plus profité de la réforme. C'est vous les filles qui êtes entrées en grand nombre dans les écoles secondaires et dans les cégeps, parce que les collèges classiques vous étaient fermés à vous les filles. Il y avait des collèges classiques de garçons, et il n'y avait que quelques collèges classiques pour les filles, qui étaient vraiment pour les filles de classe bourgeoise, comme on disait à l'époque. Et quand j'ai commencé mes études à l'université en 1944, à la faculté de droit, nous étions 125 étudiants, puis il y avait 5 filles. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, cherchez des gars. Alors, donc, il y a un immense changement qui s'est fait. Ce changement de l'arrivée des femmes dans nos institutions d'enseignement, dans nos institutions économiques, dans nos institutions politiques, c'est un immense changement humain que nous avons connu au cours de ces quelques décennies. Et puis, eh bien, les francophones ont pris leur place au Québec à la suite de la Révolution tranquille et grâce au développement des cégeps en particulier, qui ont apporté une main-d'œuvre beaucoup plus scolarisée qu'on avait autrefois, grâce au développement des universités en réseau également. Nous parlons aujourd'hui des étudiants de première génération. Quelle importance en effet qu'il y ait au Québec, encore aujourd'hui, ce que l'on appelle des étudiants de première génération, c'est-à-dire des étudiants dont les parents n'ont pas fréquenté le cégep et encore moins l'université. Nous avons donc fait de grands pas en avant. Ceci dit, ayant fait l'éloge de ce que nous avons fait, il faut aussi se dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que, à mon avis, la société du 21e siècle sera beaucoup plus exigeante parce qu'elle est beaucoup plus complexe que ne l'a été la société du 20e siècle. La société québécoise et la société occidentale, la société du monde, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile à vivre
que ne l'a été la société que j'ai connue dans ma jeunesse et de l'adolescence. Ce qui fait que l'éducation sera donc encore beaucoup plus importante. Plus importante, je dirais, pour quelques raisons que je vais rapidement donner et qui sont en réalité l'arrière-plan du printemps érable. Tout d'abord, à mon avis, l'éducation va encore davantage, au XXe siècle, contribuer au développement économique et social de notre société, particulièrement du Québec. Contribuer au développement économique et social, comme ce fut le cas depuis 50 ans. Si ce n'avait été des cégeps dans toutes les régions du Québec, nous n'aurions pas connu le développement économique, social et culturel que nous avons connu au cours de ces décennies. C'est évident. Et pour l'avenir, c'est encore plus important. Développement économique, pourquoi? Parce qu'il est évident que nous allons vers une société industrielle de plus en plus exigeante pour la scolarisation de cette population, de sa méthode. J'ai des collègues qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le monde du travail et qui affirment que d'ici la fin du 21e siècle, 70% du travail partout, sera fait par des robots. Déjà, les robots sont en existence, ils sont dans l'industrie, on ne les connaît peut-être pas tous, mais ils sont là. Ce qui veut dire qu'il y aura un immense changement dans la main-d'œuvre. Les robots vont, c'est moins de 70%, mais les robots sont appelés à remplacer une partie de notre main-d'œuvre au travail, mais qui devra être remplacée par une main-d'œuvre plus spécialisée, pour fabriquer les robots, pour corriger les robots, pour parler avec les robots, pour se faire expliquer par les robots, pour vivre avec les robots. Et c'est vers cela que nous allons, que ce soit dans les bureaux, dans les usines, dans les administrations, probablement dans l'enseignement, peut-être dans le journalisme, nous allons vers un monde de plus en plus robotisé, c'est ça. Eh bien, cela représente un changement énorme vers lequel nous allons, et qui est prévisible, et qui donc suppose une population de plus en plus scolarisée, qui devra donc aller de plus en plus loin dans les études. Et développement social en même temps, parce que cette économie du savoir, dont on parle, mais qui est déjà en marche, mais qui va l'être encore davantage, cette économie du savoir, elle suppose que aussi le système d'enseignement corrige les inégalités de plus en plus, pour ouvrir les portes toujours plus largement à toutes les couches de la société. Voilà donc une première raison pour laquelle le système d'éducation sera très important. Deuxième raison, c'est que l'éducation sera nécessaire pour... L'éducation sera nécessaire pour vivre intelligemment avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'appelle vivre intelligemment. Je veux dire par là que nous sommes déjà et nous serons de plus en plus inondés d'informations. Ce qui va supposer que nous allons devoir mieux gérer cette masse d'informations, mieux la gérer individuellement et collectivement. Cela voudrait dire faire un tri judicieux dans l'information. Et je dirais davantage passer de l'information à la connaissance. Car en ce moment, nous risquons d'être inondés dans l'information. Mais l'information n'est pas de la connaissance. Ce que j'appelle la connaissance, c'est une information qui devient matière à analyse, à synthèse, à esprit critique. C'est donc une information qui est transformée par notre propre intelligence et par notre imagination et par nos sens en connaissance. Et cela est à faire. Et je me rends compte, en travaillant avec mes étudiants aujourd'hui, comment cela est à faire. Mes étudiants, souvent, sont trop absorbés par l'information, facile à aller chercher au bout des doigts. Et je leur dis attention. Où est la connaissance? Comment allez-vous synthétiser et analyser ce que vous m'apportez? Qu'est-ce que c'est la connaissance, monsieur?
Voilà, ça va être ça. Eh bien, je pense que nous avons un gros travail à faire devant nous pour vivre intelligemment avec cette masse d'informations et de connaissances. Et que nous perdions l'habitude de rester en surface. Car je me rends compte que mes étudiants lisent de plus en plus de choses, mais de moins en moins longtemps. On lit des choses plus courtes, parce que c'est trop long à lire après ça l'explication. Et cela me fait beaucoup dans le monde des médias, de la nouvelle. Nous sommes appelés à lire des nouvelles courtes, mais les explications de ce qui se passe sont trop longues à lire. Et là, je pense que nous avons un problème d'adaptation intellectuelle à cette masse d'informations qui, à la fois, est une richesse et une menace. Troisièmement, l'éducation sera nécessaire dans la démocratie par laquelle nous sommes appelés à vivre et que, en ce moment, nous ne valorisons plus comme elle devrait l'être. Ce qui distingue le printemps arabe du printemps érable, c'est que le printemps arabe s'est fait au nom de la démocratie. Ce qui n'a pas été tout à fait le cas du printemps érable, pas de la même manière. Eh bien, la démocratie exige des citoyens éclairés, des citoyens qui sont actifs, qui militent, des citoyens qui s'engagent, des citoyens donc qui ont passé par des instances d'enseignement. Et à mes yeux, en ce moment, la démocratie chez nous ne se porte pas si bien que cela. Je ne crois pas que nous venions activement de la démocratie. Trop de citoyens sont trop peu informés et acceptent la désinformation. Cela me fait beaucoup. Mes collègues politologues me disent les citoyens québécois et canadiens sont de moins informés et donc, au moment de voter, votent impulsivement ou votent sur un nom, il y a donc un certain déficit démocratique en ce moment, je le crois. Et par exemple, en ce moment, nous devrions manifester dans les rues contre les bâillons du gouvernement fédéral, les bâillons parce que notre gouvernement fédéral bâillonne ses fonctionnaires. Bâillonne et limite de l'information. Nous devrions manifester dans la rue parce que c'est la démocratie qui est impliquée. Mais je constate que ça ne nous fatigue pas. Et bien, je me dis, donc nous avons besoin d'un regain d'esprit démocratique et c'est bien sûr que le système d'éducation n'est pas le seul à y contribuer, mais il faut que le système d'éducation forme des citoyens conscients, actifs et militants. Et quatrième raison de l'importance du système d'éducation, c'est de développer ce que j'appelle une culture vivante. Je veux dire par là que le système d'éducation ne doit pas servir que l'économie du pays. Bien sûr, elle doit servir l'économie du pays, nous en aurons besoin. Mais elle doit servir, le système d'éducation doit servir avant tout, je dirais, la personnalité humaine, la pensée humaine et l'épanouissement de chaque personne. C'est après tout ce qui est le plus important dans le système d'éducation. Et cela veut dire pour moi, culture vivante, 3 ou 4 choses, rapidement. Tout d'abord, que notre système d'éducation soit plus conscient du déséquilibre qui est toujours là entre la spécialité et la culture générale. Nous vivons dans un monde qui appelle la spécialité et la spécialisation. Et je le sais, surtout à l'université, c'est massif. Mais la spécialisation est incomplète chez l'être humain. Si elle ne s'accompagne pas d'une ouverture de l'esprit sur autre chose que la spécialité. Je disais à mes étudiants sociologues,
ou à mes étudiants en droit, mais lisez autre chose, lisez Hannah Arendt, oui, lisez les philosophes, lisez les historiens, lisez des romanciers et des romancières, lisez Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy. Grand Dieu, quel livre important, quel livre important, quel roman important. Eh bien, la culture générale, sous toutes ses formes, il n'y a pas une seule réalité de la culture générale. Elle ne veut pas dire une seule chose, comme c'était peut-être le cas autrefois. Deuxièmement, que notre système d'éducation, que nous-mêmes, nous acceptions que, bien sûr, le système d'éducation a des fins utilitaires, c'est vrai, mais ce n'est pas que cela. Que le système d'éducation doit en même temps avoir une vision humaniste qui complète l'utilitarisme. Je veux dire que, bien sûr, nous venons à l'université pour avoir un diplôme, lequel diplôme va nous permettre d'avoir une profession, etc. Mais en même temps, que notre passage au cégep à l'université soit l'occasion d'un épanouissement, soit l'occasion d'une ouverture, soit l'occasion d'une vitalité et, en particulier, d'une curiosité intellectuelle. Car, ayant enseigné pendant 60 ans, je trouve que ce qui est le plus difficile dans l'enseignement, ce n'est pas de passer la matière, c'est de passer la curiosité. C'est de créer la curiosité et de la provoquer, de l'entretenir. Et c'est pourtant, dans la vie, ce qui nous reste de plus riche peut-être, c'est notre curiosité jusqu'à la fin de nos jours. Et puis, troisièmement, que cette culture vivante soit une culture collective, parce que nous vivons collectivement la culture de nos civilisations. Et cela me rappelle, vous me permettez, un slogan qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, au début des années 60, et qu'on ressort encore récemment. Un slogan politique, c'était le Parti libéral de l'époque qui a sorti ce slogan. Qui s'instruit s'enrichit. Est-ce que ça vous l'avez déjà entendu? Qui s'instruit s'enrichit. Et c'était un slogan ambigu, bien sûr. Hein, et le Parti libéral, alors, qui a sorti ce slogan, a commencé à expliquer, je me souviens encore de quoi je donnais la joie, expliquant que qui s'instruit s'enrichit ne veut pas dire seulement s'enrichit financièrement, attention, mais, disait Paul Lajoie, qui s'instruit s'enrichit culturellement, et même spirituellement. Et deuxièmement, disait Paul Lajoie, qui s'instruit s'enrichit pas seulement individuellement, mais collectivement. Une société plus instruite est une société plus vivante, plus riche, plus heureuse, plus prospère. C'est vrai. Finalement, ce que j'appelle une culture vivante est une culture critique. Critique, non pas dans le sens négatif nécessairement du terme, mais dans le sens positif de critique. C'est-à-dire être conscient de ce qui ne va pas. Finalement, c'est peut-être cela, être critique. Et le système d'enseignement doit nous apporter une pensée critique. Être conscient de ce qui ne va pas dans les sciences. Je dis à mes étudiants en droit, parce que j'enseigne aussi dans une faculté de droit, êtes-vous conscient de ce qui ne va pas en droit? C'est très important, parce qu'on a renseigné tout ce qui va bien en droit. Mais ce qui ne va pas en droit, est-ce que vous en êtes conscient? Eh bien, pas beaucoup, pas beaucoup. Eh bien, c'est très important. Et être conscient de notre société moderne, être conscient que nous vivons dans un capitalisme libéral, être conscient, et de ce que ça veut dire. De ce que ça veut dire parce que c'est important de voir. Nous vivons dans un capitalisme libéral depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire depuis l'année, moi je dis, la décennie 1980, qui a marqué un grand changement dans l'histoire occidentale et dans l'histoire du monde. 1980, ben, c'est l'année de Mme Thatcher, qui vient de finir sa vie. C'est l'année de Reagan aux États-Unis.
c'est l'année de Deng Xiaoping aux États-Unis. C'est l'année où on met fin de plus en plus, sans le dire, à l'État-providence, au socialisme, pour dire non, maintenant c'est la liberté, la concurrence, la compétition, chacun y va. Oui. Ça a marché pendant 25 ans. Mais à mon avis, depuis 2008, la grande crise de 2008, c'est la crise du capitalisme libéral que nous vivons en ce moment. Eh bien, je dis cela, c'est ma conviction, je ne l'impose pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous devons vivre une culture vivante critique. Critique de ce qui ne va pas. Et je pense qu'en ce moment, nous devons nous poser des questions sur ce qui ne va pas dans notre structure économique capitaliste libérale, avec son individualisme, c'est en ce sens-là que, finalement, le système d'éducation est important parce que c'est le seul grand facteur qui peut corriger les inégalités sociales. Ce n'est pas le service de santé tellement. Ce n'est pas nécessairement non plus la vie économique, au contraire, la structure économique. Mais le système d'éducation a ceci de très particulier, qu'il peut reproduire les inégalités et qu'il peut les conserver et même les accroître, les inégalités. En même temps, le système d'éducation a cette capacité de réduire les inégalités, comme il l'a fait. Il a réduit les inégalités entre les statuts socio-économiques dans notre pays, entre les hommes et les femmes, entre les francophones et les anglophones, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce que j'essaie de faire croire à la vie? Eh bien, je pense que ce que ce printemps érable nous enseigne, c'est que une des voies dans lesquelles nous devons continuer à nous engager, ou même nous engager davantage, c'est premièrement de valoriser l'éducation. Un pays qui ne valorise pas son éducation, un pays qui n'a pas son avenir devant lui. Valoriser l'éducation. Cela veut dire que l'éducation soit une priorité nationale permanente, bien plus que la santé. La santé, c'est le propre d'une société trop vieillissante, mais l'éducation, c'est le propre de la société de demain, celle que nous sommes en train de faire dans nos écoles, dans les cadres, à l'université. Deuxièmement, valoriser la profession d'enseignant. Je crois que dans notre société, nous avons besoin de valoriser la profession d'enseignant à tous les niveaux, de la maternelle à l'université. L'enseignement, c'est une des plus belles professions qui soit possible. Je le dis bien simplement, j'en ai pratiqué d'autres, mais pas celle-là, mais celle-là est toujours pour moi la plus belle. Et cependant, au Québec, au Canada, nous ne sommes pas portés à valoriser cette profession à côté d'autres. Nous ne sommes pas portés à valoriser nos facultés de sciences de l'éducation, qui devraient être des facultés privilégiées. Voilà ce que ce cercle veut valoriser concrètement le système d'éducation. Troisièmement, valoriser notre système d'éducation voudrait dire, en particulier, soigner notre système public d'éducation, nos écoles, qui sont en ce moment, je trouve, qui n'ont pas le soin qu'elles méritent, en particulier au secondaire. Je l'ai dit au début de ma conférence, personnellement, je suis inquiet de l'avenir de notre école secondaire publique, menacée en particulier par la concurrence du privé, je viens de le dire. Et en réalité, je veux dire que j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup d'écoles dans ma vie depuis de bonnes années. Eh bien, je suis toujours frappé de voir que nous n'avons pas soigné l'architecture de nos écoles primaires, secondaires, autant que collégiales, l'autre c'est le Garneau et notre vie. Mais visiter les écoles secondaires, allez voir comment c'est triste. Alors, en réalité, valoriser l'éducation devrait vouloir dire avoir les plus belles écoles,
les plus belles tours d'école, les plus beaux arbres autour de l'école, particulièrement dans les milieux défavorisés. Mais ce n'est pas tout ça. En Finlande, on a valorisé l'éducation. En Finlande, où j'ai l'impression qu'on a lu la porte-parole. En Finlande, on a créé de belles écoles primaires, de belles écoles secondaires. Eh bien, malheureusement, cela veut dire aussi que ne pas avoir valorisé l'architecture de nos écoles fait partie de ce que je trouve être notre déficit esthétique. Nous avons au Québec un déficit esthétique. Notre environnement n'est pas beau, je viens de le dire, en général. Je traverse des banlieues entre Montréal et Saint-Agathe, surtout sur la 117. C'est pitoyable, rien n'est beau. Et nous avons construit des écoles mal construites, nous avons construit des hôpitaux mal construits. Pourtant, les Québécois, de toutes origines, ont un sens esthétique profond, mais qui est sous-développé. Parce que je crois que nous n'avons pas développé dans le milieu scolaire. Et nous n'avons pas développé dans le milieu scolaire, déjà par l'architecture que nous avons laissée telle qu'elle. J'insiste aussi sur les milieux défavorisés, parce que la pauvreté existe dans notre société québécoise, comme elle existe ailleurs. Bien sûr, elle existe moins qu'ailleurs, mais il reste que nous sommes ici dans ce milieu plus favorisé, dans ce quartier de Québec. Mais je connais des milieux moins favorisés que le vôtre, vous en connaissez aussi. Et ce que l'on sait, je n'apporte pas de statistiques, mais ce que l'on sait, c'est que naître dans une famille de milieux défavorisés fait que l'on a plus de chances de redoubler le primaire. Deuxièmement, arriver au monde dans un milieu défavorisé veut dire qu'on a plus de chances de décrocher au secondaire. Le décrochage est beaucoup plus marqué dans les milieux défavorisés. Et troisièmement, naître dans un milieu défavorisé fait qu'on a moins de chances de réussir. Mais c'est ça. Eh bien, je pense que le système d'éducation qui est bien orienté fait partie de ce que l'on aime appeler la lutte à la pauvreté. On parle de la lutte à la pauvreté d'une manière souvent abstraite. Eh bien, à mon sens, le système d'éducation a cette vertu de contribuer à rééquilibrer les forces sociales et finalement lutter contre les inégalités. Je voudrais dire simplement en terminant que, à travers tout cette année, j'accorde une très grande importance au cégep. Parce que on a voulu à certains moments dire que le cégep est le flot dans notre société. Parce que nous sommes les seuls au monde à en avoir, et comme si c'était une honte. Alors qu'en réalité, le cégep était un des facteurs de notre développement culturel, économique et social, très important. Et parce que les cégeps existent, tels qu'ils ont existé, avec leur orientation à la fois professionnelle et générale, le Québec s'est pu se développer dans les régions, autant que dans les villes. Et ce que je peux vous dire, c'est que les collèges classiques d'autrefois, que j'ai fréquentés, c'est mon tour dans notre collège classique, les collèges classiques d'autrefois étaient des champignons. Ils n'avaient aucun lien avec l'environnement, aucun lien. Ils existaient indépendamment du plan de l'autre. C'était le cas de tous les collèges classiques. Au contraire, les cégeps ont développé, dans les régions en particulier, beaucoup de liens avec les organismes communautaires, avec le monde social, le développement culturel, etc. Et à cause de cela, le cégep a été et demeurera un important facteur de développement économique et social. Et je termine simplement en disant à vous, étudiants, qui êtes ici,
profiter pleinement de votre vie d'étudiant. Et au cégep et à l'université. C'est une période unique dans une vie humaine que de consacrer tant d'heures à la vie intellectuelle et d'avoir la chance de le faire pendant un certain nombre d'années. C'est important d'en profiter et de ne pas le voir comme une transition vers autre chose, mais de le voir comme un moment de votre vie qui est particulièrement, qui demande une activité particulièrement intense intellectuellement. Quand on quitte l'université, quand on quitte le cégep ou qu'on entre dans le monde du travail, on ne retrouvera plus cette vie que l'on a connue, cette vie intellectuelle. On est engagé dans autre chose. Et donc, je vous dis, les étudiants, profitez de cette période. S'il y a un souvenir personnel qui me revient, c'est que, en particulier au cégep, ce qui me frappe beaucoup dans notre histoire du Québec, c'est que le cégep a développé un corps professoral qui s'est adapté au cégep et qui est devenu le corps enseignant du collégial. Et cela, c'est tout à fait remarquable, parce que j'ai encore le souvenir, dans les années 68, 69, d'un visiteur français qui était venu au Québec parce qu'on avait entendu parler de cette étrange institution et il voulait venir voir ce que c'était. Alors il m'avait dit, mais vous allez voir un corps de professeurs qui vont être très frustrés dans les cégeps parce qu'ils voudront tous aller enseigner à l'université, ils ne le feront pas. Je lui ai dit, ça c'est une vue française, monsieur, mais enfin j'espère que l'avenir ne sera pas ce que vous dites. Or, l'avenir n'a pas été ce que je suis en admiration devant le corps enseignant du cégep, des cégeps du collégial. En particulier par sa qualité, parce que je peux vous dire que la qualité de l'enseignement au secondaire, mais au cégep aussi, la qualité de l'enseignement au Québec, depuis 30 ans, n'a cessé de hausser. Vos professeurs d'aujourd'hui sont bien plus savants que ceux d'il y a 40 ans, et ceux que nous devons la jeunesse encore davantage. Et cela a contribué beaucoup à la qualité de notre enseignement et au développement du Québec. Et les professeurs de cégep ont contribué à la vie culturelle et intellectuelle du Québec, et même à sa vie politique, car le militantisme des professeurs de cégep fait partie de l'admiration que je leur voue. Et je voudrais bien voir autant de militantisme chez mes collègues de l'université que je n'en vois chez mes collègues de professeurs de l'université. C'est avec les professeurs de cégep que j'ai eu le plus de plaisir dans le militantisme, pas beaucoup avec mes collègues de l'université. Et puis, ce qui me frappe, c'est que les professeurs de cégep se préoccupent de la pédagogie collégiale. Il y a une revue qui s'appelle Pédagogie collégiale. Il y a une association qui travaille à la pédagogie collégiale. Et chaque année, j'ai eu l'occasion de donner une conférence, on réunit 700-800 professeurs de cégep qui réfléchissent sur la pédagogie. Eh bien, si vous invitez les professeurs de l'université à une telle réunion, vous n'en aurez pas 10. J'admire les professeurs. Et donc, voilà, je pense que les cégeps ont joué un grand rôle parce que il y a un corps enseignant qui en a fait sa chose, son institution et l'avenir du Québec. Eh bien, je vais revenir à Montréal en disant que, à Gatineau, j'ai eu devant moi un auditoire comme j'en ai pas eu à Montréal. Merci.